Très bien, vous avez tenu jusqu'à vendredi. Je suis vraiment désolée que nous soyons en retard. Aujourd'hui a été une journée folle et cela ne fait qu'empirer. Alors, tout d'abord, nous allons reprendre notre série là où nous l'avions laissée, car nous vous avions laissé sur un petit suspense. Nous vous avons montré ce comparatif côte à côte de l'actuel président Emmanuel Macron et d'une personne censée être le neveu de Brigitte, la femme du président. Mais ces deux personnes, qui ne sont censées n'avoir aucun lien de parenté, se ressemblent de beaucoup trop. Est-ce simplement une coïncidence? Eh bien, vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'étranges coïncidences qui ne cessent d'apparaître lorsqu'il s'agit des Macron et de leur passé mystérieux. Alors, bienvenue à nouveau dans notre série Devenir Brigitte. D'accord, donc pour résumer brièvement. Dans le dernier épisode, nous avons appris que les camarades de classe d'Emmanuel Macron le décrivaient comme quelqu'un d'assez mystérieux. Personne ne savait ce qu'il faisait en dehors de l'école. Il restait dans son coin, il ne faisait partie d'aucun groupe. Personne ne savait rien sur ses parents ni sur leur profession. D'accord. Nous avons aussi appris qu'Emmanuel Macron, en tant que président, semblait en savoir très peu sur sa propre famille proche. Nous vous avons en quelque sorte raconté quelques anecdotes. Il n'a également inclus que quelques lignes sur sa famille dans son autobiographie, alors qu'il avait beaucoup plus à dire sur la famille de Brigitte. Sa famille semble tout aussi distante de lui qu'il ne l'est d'eux, refusant d'évoquer son nom à tout moment. Et son frère biologique a dit à un collègue de travail qu'Emmanuel était son cousin germain. Et cela, c'était avant qu'il ne devienne président. Donc, ils écrivaient tous quand quelqu'un a dit « Oh, tu… » Non, ce type qui est comme l'un des ministres. Il a dit « Non, c'est mon cousin ». Il y a ensuite, bien sûr, la circonstance étrange où on lui a posé une question sur sa sœur biologique qui vivait à proximité, une femme politique. Et lorsque la politicienne a posé une question à son sujet, étrangement, Emmanuel n'a pas répondu, mais il a regardé Brigitte pour savoir quoi dire. C'est bizarre. D'accord. Maintenant, le seul membre de la famille qui semble avoir droit à un peu d'attention de la part d'Emmanuel Macron, la personne dont il semble à l'aise de parler publiquement et pour laquelle il montre de l'affection, c'est sa grand-mère. Sa grand-mère s'appelait Germaine Nog, née Germaine Haribet, qui l'appelait affectueusement Manette. Voilà, ils sont ensemble sur cette photo. Lorsqu'il parle de son enfance dans son livre « Révolution », c'est la seule qu'il intègre à ses souvenirs d'enfance. Souvent. Il a écrit ceci, je cite, « J'ai passé mon enfance dans les livres, un peu en dehors du monde. » C'était une nature morte. Je me souviens de ces matins où j'allais dans sa chambre et où elle me racontait des histoires de ses amitiés pendant la guerre. Enfant, je reprenais chaque jour le fil de la discussion interrompue et je parcourais sa vie comme si j'ouvrais un roman. Et l'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit et la porte de ma chambre entr'ouverte dès 7 heures du matin alors que je n'étais pas encore venue la voir, s'exclamant avec une inquiétude feinte « Tu dors encore ?» Vous savez, il y a même eu une journaliste qui a émis l'hypothèse. Elle a suggéré la possibilité qu'il ait en quelque sorte été adopté par sa grand-mère Manette. Quoi qu'il en soit, il devient très important que nous apprenions un peu à propos de cette femme. Qui était-elle? D'accord, parce qu'il affirme que c'est elle qui lui a appris à lire. Selon lui, elle habitait à seulement quelques rues de chez ses parents à Amiens. Et il raconte aussi dans son livre qu'il passait ses vacances d'été et d'hiver chez elle, dans la maison familiale, à Bagné-de-Bigorre. Et c'est là qu'il a appris à marcher. C'est là qu'il a appris à pêcher. C'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents. Il a passé tellement de temps avec ses grands-parents. Et peut-être que cela explique cette étrange absence de photos d'enfance avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. D'accord, donc il nous en dit beaucoup. Et selon des témoins, Manette était extrêmement discrète, tout comme son petit-fils, laissant souvent les volets de sa maison fermés, disaient-ils. Et une fois à la retraite, elle sortait à peine, car elle était entourée de livres, un peu dans sa propre tanière, ce qui explique pourquoi et comment Macron affirme avoir lui aussi grandi au milieu d'une multitude de livres. Mais de quels livres s'agissait-il exactement? Il a donné une réponse à cela. D'après les journalistes Candace Négalec et la biographie de Caroline Darien intitulée « Les Macron » ou « The Macron » plutôt. Ils ont écrit, je cite, « Il a dit, je cite, adolescent », ils ont écrit, adolescent, le jeune Macron s'évadait en lisant des livres d'André Gide et de Michel Tournier, ce dernier livre étant intitulé « Le roi des Aulnes » en anglais. Ce sont ces livres-là qui se trouvaient sur sa table de chevet. Sa grand-mère maternelle bien-aimée partageait avec lui le goût de ces auteurs.
Nous avons déjà parlé d'André Gide. Je crois que c'était dans notre tout premier épisode d'introduction. C'était cet homme qui s'est lui-même reconnu comme pédéraste, qui a admis avoir violé des garçons musulmans en Algérie, notamment pour explorer et découvrir sa sexualité, se libérant bien sûr des chaînes, des contraintes, si l'on veut, de son éducation chrétienne, et apprenant véritablement à se connaître à travers ses voyages en Algérie. Et pourtant, malgré cela, Macron n'a pas hésité à placer ce livre, tout comme il était sur sa table de chevet lorsqu'il grandissait avec sa grand-mère, dans son portrait présidentiel. L'autre auteur dont nous n'avons pas parlé, qu'il a mentionné à ses journalistes, c'est Michel Tournier, apparemment un autre de ses favoris. Et le livre est un choix encore plus étrange, je dirais, pour une grand-mère à partager avec son petit-fils. Ce livre est assez controversé, d'accord? Encore une fois, il s'appelle Le Roi des Aulnes, le Roi des Aulnes étant une créature mythologique qui poursuit les enfants. Et dans ce livre, certains passages sont, je vais vous en donner un, je vais simplement vous le lire. Citation. « Les fesses des enfants sont vivantes, frémissantes, toujours en alerte, parfois creusées, et l'instant d'après, souriantes et naïvement optimistes, aussi expressives que des visages. » Alors, je ne sais pas si mes grands-parents s'y prenaient de mal, mais eux, ils m'ont donné la Bible. Nous parlions de passages de la Bible. On ne nous donnait pas des livres qui parlent des fesses des enfants. C'est complètement absurde, franchement. Dans ce livre, le protagoniste parle d'enfants en avance sur leur âge, n'est-ce pas? Et voici une citation de ce livre, La catégorie des enfants à la maturité intellectuelle surprenante, qui semblent avoir tout lu et tout compris dès la naissance, contredisant une immaturité physique qui donne un air de naïveté à tout ce qu'ils disent. Vous savez, ça me dit quelque chose, non? C'est pratiquement et presque exactement la même explication que la presse s'est empressée de donner à propos de cette histoire vraiment étrange où Brigitte, une femme plus âgée, serait tombée profondément amoureuse d'un jeune garçon de 14 ans avant de vouloir finalement l'épouser. Quand elle avait 39-40 ans et qu'elle s'est engagée sur cette voie vers le mariage, il disait « Souvenez-vous, Macron, c'est que, malgré le fait qu'il était un petit garçon, il était tellement en avance intellectuellement. Souvenez-vous, c'était un virtuose, non? » C'était Mozart. Vous ne comprenez pas? Il n'était pas comme les autres enfants, même s'il était si jeune. On ne veut pas que vous pensiez à ça. Oui, il semble que ce deuxième auteur donne cette explication, qui n'en est pas une. C'est une explication qui n'aurait jamais dû être acceptée. Quoi qu'il en soit, je dois vous dire que Manette est morte le 13 avril. Et je suis désolée, mais j'ai oublié de noter la date ici. Je crois que c'était en 2021. Nous corrigerons cela. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est aussi le 13 avril, le jour où Brigitte Macron est née. C'est aussi le même jour que la naissance du programme MKUltra de la CIA. Et si vous avez suivi ma nouvelle série, vous savez que je suis presque obsédée par l'idée d'apprendre tout ce que je peux sur le programme MKUltra. Et ce n'est pas une discussion qui devrait seulement avoir lieu en Amérique. Découvrir les programmes de nos États profonds, ces programmes bien réels qui ont existé et dont on ne nous parle pas à l'école, est un processus terrifiant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande régulièrement ce livre, Chaos, car il m'a plongé dans une nouvelle réalité, me faisant comprendre à quel point nos gouvernements ont été, et je dirais, sont encore, maléfiques. Il n'y a aucune théorie du complot ici. Le MKUltra était réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces différents programmes. En réalité, l'objectif principal de ces programmes était d'essayer de conditionner le cerveau, de laver le cerveau des gens, parfois par l'isolement, ce qui, à ce qu'il paraît, a été le cas d'Emmanuel Macron, qui a passé énormément de temps isolé durant son enfance. Je veux dire, il reconnaît lui-même qu'il vivait à travers les livres, et ses amis, ou ceux qui devraient être ses amis, reconnaissent qu'il était plutôt seul ou livré à lui-même. Donc, ils expérimentaient psychologiquement à travers l'isolement, à travers les drogues. Vous savez, ils administraient du LSD à des gens pour voir s'ils pouvaient les amener à commettre des crimes ou d'autres actes à leur insu, cherchant essentiellement à créer un candidat mandchou. Quelqu'un qui réagit à des signaux, fait ce qu'on lui demande sans poser de questions, se demandant s'il pouvait contrôler et utiliser cela d'ailleurs comme une sorte d'arme. Comme je l'ai dit, il est vraiment important que les gens s'informent sur ce programme MKUltra et sur les différents noms qu'il a pu prendre. Cela a commencé avant même que cela ne soit appelé le programme MKUltra et cela a continué par la suite. Et demandez-vous si vous croyez vraiment ce qu'ils disent lorsqu'ils affirment l'avoir simplement arrêté. Ils n'étaient tout simplement plus intéressés à droguer des soldats, à voir s'ils pouvaient tuer des gens et à programmer des personnes.
Demandez-vous si vous croyez que votre gouvernement, qui a été capable d'une telle cruauté, est aussi capable de vous dire la vérité, à savoir qu'une fois qu'ils se sont fait prendre, ils ont simplement arrêté. Et puis, il faut aussi reconnaître que la majorité des documents relatifs à ce programme ont été détruits. Nous ne savons donc pas jusqu'où ce programme s'est étendu à l'échelle mondiale. Nous ne connaissons pas tous les aspects de ce programme. Et si une personne disait avoir fait partie de ce programme, comme beaucoup l'ont fait, cette personne serait considérée comme malfaisante, folle ou menteuse. Et un des aspects de ce programme était, bien sûr, les perversions sexuelles, comme commettre des agressions sexuelles afin d'étudier l'impact sur la psyché de quelqu'un. Des choses vraiment diaboliques, d'accord? Maintenant, tout à l'heure, je vous ai dit que les parents biologiques présumés de Macron, que vous voyez ici à l'écran, avaient des métiers intéressants. D'emblée, son père, Jean-Michel Macron, était psychiatre. Et oui, bien sûr, nous savons avec certitude que des psychiatres ont fait des choses mauvaises, des choses vraiment très mauvaises au fil des années. Ne me lancez même pas sur le sujet avant que je commence vraiment. Je pourrais partir sur une digression à propos de qui était Sigmund Freud et à quel point il est troublant qu'on l'enseigne dans nos systèmes scolaires ici en Amérique. Comme s'il était une sorte de héros qui aurait révolutionné la psychiatrie moderne. Oui, en fait, quelle percée, quelle contribution a-t-il réellement apporté? Encore une fois, nous allons mettre ça de côté et en parler dans un autre épisode pour ne pas nous égarer. Mais oui, Papa Macron était psychiatre et sa mère, Françoise, elle est très importante, là, à droite, était pédiatre. Quel duo absolument parfait pour Emmanuel Macron en grandissant, n'est-ce pas? Eh bien, chose assez intéressante, quelque chose de très intéressant, a été découvert à propos de sa mère, Françoise. Désolée, je crois que j'ai dit Frances, c'est Françoise. Maintenant, nous vous avons dit qu'elle était pédiatre et qu'elle a aussi été conseillère médicale auprès de la Sécurité sociale. Eh bien, finalement, quelque chose de très intéressant est ressorti à son sujet et à propos de son travail pour l'administration de la Sécurité sociale. D'accord? Je vais vous lire ceci directement du prochain livre du journaliste Xavier Poussard qui sera disponible sur Amazon. Au cas où vous voudriez aller directement à la fin de l'histoire pour voir où elle se termine, il écrit, je cite, « Face au mur de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de l'examiner minutieusement avec cette question en tête. Pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux demandes des journalistes et pourquoi avait-elle besoin de l'approbation de Brigitte? Une audition à l'Assemblée nationale française a attiré notre attention. Il s'agissait de celle de Sylvain Telesfort. Elle témoignait. Sylvain Telesfort était président de l'Institut pour l'intersexualité et l'hermaphrodisme ainsi que de l'Association d'Europe. Elle est née à Beauvais en 1956 sous le nom de Sylvain Telesfort, puis a changé de nom pour Sylvain par décision de justice à Paris le 15 mai 2007. Donc en réalité, Sylvain était né homme et il a d'ailleurs révélé à l'Assemblée nationale qu'il avait bénéficié d'un soutien administratif dans sa transition de genre de la part d'un médecin-chef de la Caisse primaire d'assurance maladie. Docteur, oui, vous l'avez deviné. Françoise Macron, également connue comme la mère d'Emmanuel Macron. Alors, une personne qui a fait une transition témoigne soudainement et dit « En fait, oui, la personne qui m'a aidé à faire ça était le docteur Noguet. En fait, c'est Françoise Macron qui m'a aidé dans cette transition. Nous savons donc que cela a eu lieu, qu'elle était impliquée dans le soutien aux transitions de genre. La question restait donc de savoir s'il s'agissait simplement d'un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée plus largement dans ce type de travail en aidant des personnes transgenres. Et la réponse est apparue. L'année dernière, lorsqu'une personne intersexe, connue sous le nom d'Alexander, a expliqué comment elle avait bénéficié, je cite, de dérogations accordées par la conseillère nationale de référence, le docteur Françoise Macron-Noguet, qui, il faut le préciser, est la mère de l'actuel président. Elle a accompli un travail considérable en accompagnant toutes sortes de générations de personnes comme moi. Elle accordait des subventions pour que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes, pour que nous puissions prendre notre temps et pour que, dans la vie quotidienne, nous ne soyons pas en marge. Si des personnes étaient rejetées par leur famille, elle leur trouvait une petite chambre et elles percevaient une pension d'invalidité pendant la durée du séjour. En bref, c'était très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi les gens méprisent ce protocole. Fin de citation. Dans le deuxième entretien, elle a expliqué que Françoise Nogues s'intéressait à une pathologie particulière connue sous le nom de pseudo-hermaphrodisme congénital primaire.
Mais vous savez, vous tous, je suis sûre que tout cela n'est qu'une coïncidence. Tout cela, je veux dire, toute personne qui ne comprend pas comment ces choses continuent simplement d'arriver dans le monde est juste un fou adepte des théories du complot, n'est-ce pas? C'est une folle complotiste. Je veux dire, oui, ok, je comprends. Nous avons quelques questions sur le genre de sa femme, pourquoi son passé ne semble pas s'assembler. Nous avons quelques questions. Bien sûr, oui, à propos de son passé. Son père est psychiatre, sa mère fait un travail spécialisé pour aider les gens dans leur transition. Et ils ont gardé cela secret quand ils se sont mariés. Et bien sûr, quand ils sont devenus président et première dame, ils avaient tout cela. Soit des choses liées à la transidentité ou à la pédophilie qui continuent d'apparaître, mais je suis sûre que tout cela n'est qu'une coïncidence, les gars. Les livres, tout ce n'est qu'une grande coïncidence. Faisons une pause ici parce qu'il va y avoir encore quelques coïncidences qui vont se produire. Donc, je peux en profiter pour parler de l'un de nos sponsors qui est Goldco parce que le président Trump est de retour au pouvoir et cela pourrait être très bon pour l'or et l'argent. Sous le premier mandat de Trump, le prix de l'or a grimpé de 53% et celui de l'argent a bondi de 51%. Que pourrait-il se passer au cours des 4 prochaines années et l'or continuera-t-il de battre des records en 2025 et au-delà? Nous allons le découvrir. L'or et l'argent sont utilisés comme réserve de valeur depuis des siècles. Le gouvernement ne peut pas facilement les manipuler et ils sont connus comme des protections contre le risque de marché et l'inflation. C'est pourquoi j'ai personnellement acheté de l'or et de l'argent auprès de mes excellents partenaires chez Gold. Gold est une entreprise de métaux précieux très bien notée. Ils soutiennent cette émission depuis le début et ont aidé des Américains travailleurs à acheter pour plus de 3 milliards de dollars d'or et d'argent. Ils savent ce qu'ils font. En ce moment, vous pouvez obtenir gratuitement un exemplaire de leur kit or et argent 2025. En plus de cela, vous pourriez également être éligible à jusqu'à 15 000 $ de bonus en argent, voire plus. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Candace. Encore une fois, c'est Candace. Il y a aussi Tax Network. Je veux vous en parler car l'IRS est la plus grande agence de recouvrement au monde et ils vont renforcer les contrôles pour 2025. Donc, si vous devez des arriérés d'impôts ou si vous n'avez pas déposé vos déclarations, n'attendez pas que l'IRS vienne vous chercher. Évidemment, les éviter est la pire chose que vous puissiez faire. Prendre les devants est la meilleure décision, mais ne les contactez pas seuls non plus. Confiez votre dossier à l'équipe de Tax Network USA. Pourquoi? Parce que toutes les sociétés de résolution fiscale ne se valent pas. Tax Network USA dispose d'une ligne directe privilégiée avec l'IRS. Cela signifie qu'ils savent avec quels agents traiter et lesquels éviter. Tax Network USA a fait ses preuves. Leurs stratégies sont conçues pour régler vos problèmes fiscaux en votre faveur. Que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions de dollars, leurs avocats et négociateurs ont résolu plus d'1 milliard de dollars de dettes fiscales. Alors discutez avec l'un de leurs stratèges, c'est gratuit. Mettez fin aux lettres de menace. Arrêtez de vivre dans la crainte. Tournez définitivement la page sur vos problèmes avec l'IRS en appelant le 1-809-58 000 ou rendez-vous sur tenusa.com/Candace. Encore une fois, c'est tenusa.com/Candace. Très bien. Revenons maintenant à l'histoire de Brigitte, car il semble qu'il y ait beaucoup de coïncidences ici. Nous avons déjà mentionné une journaliste du nom de Sylvie Baumel, n'est-ce pas? C'est cette journaliste de gauche qui signe des articles dans Vanity Fair. Comme je l'ai dit, ces informations ne viennent pas de théoriciens du complot. C'est un tel mensonge qui est se raconté au monde anglophone. C'est elle qui a consacré le plus de temps à essayer de plonger dans le passé de Brigitte pour en apprendre davantage sur le passé de Brigitte. Et elle se heurtait sans cesse à un mur. Et encore une fois, pour vous rappeler, ces journalistes étaient du genre « Super, une femme puissante qui prend les rênes au palais de l'Élysée. Je veux juste en savoir plus sur elle pour pouvoir la promouvoir auprès du monde entier. » Vous savez qui n'aime pas un personnage fort, surtout si vous êtes féministe comme l'étaient ses auteurs. Elle commence donc à travailler sur cette seconde biographie de Brigitte intitulée « Il venait d'avoir 17 ans ». En fait, c'est un titre amusant, mais c'est un titre faux, et Sylvie Baumel le conteste d'ailleurs dans ce même livre. Elle arrive à une réponse différente dans son dernier chapitre. Elle écrit qu'Emmanuel Macron venait en réalité tout juste d'avoir 15 ans. Elle a probablement choisi un autre titre parce qu'ils auraient paniqué à l'Élysée si elle avait opté pour « Il venait d'avoir 15 ans », non? Ils auraient sans doute fait des choses terrifiantes. Peut-être qu'ils l'auraient simplement convoqué au bureau pour une discussion. Eh bien, tout au long de cette seconde enquête qui a mené à la publication de ce livre, elle a épluché toutes ces interviews publiques données par Brigitte et tombé sans cesse sur ces petites erreurs que Brigitte faisait concernant son âge lors de certains événements.
Et donc, il y a cette juge très célèbre en Amérique, connue sous le nom de Judge Judy. Et Judge Judy dit quelque chose. Elle répète que si l'on ment, il faut avoir une bonne mémoire. N'est-ce pas? Si vous ne mentez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne mémoire parce que c'est simplement la vérité. Donc, vous n'avez pas à vous demander « Oh, qu'est-ce que j'ai dit à cette personne? Qu'est-ce que j'ai dit? » et faire toutes ces petites erreurs. Donc, une erreur que Brigitte a commise dans cette longue interview biographique qu'elle a accordée au magazine, elle concernait sa sœur aînée, sa défunte sœur Mary Vaughan, qui était décédée dans un accident de voiture. Mais lorsque Brigitte a donné cette interview, elle a dit que c'était, vous savez, une sorte de traumatisme profondément ancré dans sa mémoire. Qu'elle avait 8 ans au moment du décès de sa sœur et qu'elle portait sa sœur avec elle chaque jour de sa vie. Elle a également déclaré que sa nièce était décédée 1 an plus tard, à l'âge de 6 ans. Donc, Xavier Poussard a été très troublé par cela. Tout d'abord, immédiatement, Sylvie Bamel a pu déterminer qu'en réalité, non, elle n'avait pas 6 ans lorsque sa sœur est décédée. Elle avait 8 ans. Bon, ce n'est qu'une différence de 2 ans. Mais j'ai le sentiment que quand on a 8 ans, si un événement aussi important survient dans sa vie, on ne se trompe pas vraiment de 2 ans sur la date. Ce serait une mémoire très vive, mais peut-être que c'était juste une erreur. Concernant cette deuxième personne dont elle dit qu'elle est décédée, la nièce qui serait soi-disant morte 1 an plus tard, donc cela ferait 2 grands décès consécutifs dans la famille, il disait simplement « Je ne vois ça nulle part ». Et il trouvait cela étrange parce qu'il y avait eu tellement d'écrits sur les nièces de Brigitte, et pourtant, il n'y avait aucune mention d'une qui serait décédée, nulle part. Il s'est donc immédiatement mis au travail pour faire des recherches à ce sujet. Et enfin, il a pu confirmer en visitant un terrain familial que possédait Brigitte, mais que possédait la famille de Brigitte, qu'il y avait une nièce nommée Sylvie qui était décédée suite à une opération chirurgicale en 1996. OK, super. Mais c'était près de 6 ans après la mort de sa sœur Mary Vaughan. Pas 1 an, mais 6. Maintenant, ce n'est pas ça, c'est énorme. Différence. Alors, que se passait-il? Quoi qu'il en soit, l'objectif principal de Sylvie Bamel dans ce deuxième livre était vraiment d'en apprendre davantage sur le premier mari de Brigitte, André-Louis Osier, n'est-ce pas? C'est le banquier qu'elle avait épousé à l'âge de 21 ans, l'homme à qui sa femme a été plutôt dramatiquement volée par un adolescent, un virtuose, un type à la Mozart. Je veux dire, ça doit faire mal. Et personne n'arrivait à le contacter. Rappelez-vous, nous avons parlé de Virginie Linhart, cette réalisatrice de documentaire, qui a également dit que c'était comme un trou noir. Elle l'a qualifié de secret le mieux gardé du palais de l'Élysée. Personne ne pouvait l'approcher. Il y avait aussi un magazine, Capital Magazine, qui a résumé la situation en 2017 avec cette impression générale qualifiant André-Louise, le premier mari, de, je cite, « véritable fantôme ». Pas une seule photo de lui sur le web, pas une seule image dans les épais catalogues des agences de presse. Les biographies mentionnent à peine sa carrière de banquier. Qu'est-il donc arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron? Après avoir relancé son enquête, Sylvie Bamel a également fait remarquer à quel point il était étrange que cet homme, qui avait travaillé dans 2 grandes banques, dont l'une était le Crédit du Nord, ait apparemment quitté le secteur sans laisser de traces. Elle a écrit dans son livre que c'était, je cite, comme un épisode de Black Mirror, où les bureaux du président auraient trouvé un moyen de pénétrer dans le cerveau de ses anciennes connaissances et d'effacer toute trace. Avant la sortie de son livre, Sylvie a décidé de publier quelques extraits de son ouvrage, d'accord, dans ce magazine appelé La Pointe. Et puis soudain, dans ce magazine, en avril 2019, avant la publication de son livre, une photo de mariage, est apparue du premier mariage de Brigitte. Ils sont donc désormais au pouvoir. Et puis, cela fait maintenant 2 ans qu'ils sont au pouvoir. Et c'est parti. Et voilà. En fait, je suppose qu'on pourrait dire 1 an et 3 mois. Et voilà. Boum. Voici une photo du premier mariage de Brigitte. Prétendument. C'est ici. Voici la photo. Je veux que tu le regardes. Jetez un œil à cette photo. On nous dit que c'est André-Louis et que c'est Brigitte Trogneux. Maintenant, je dois vous dire que je ne suis pas un expert en logiciel de reconnaissance faciale, mais cette femme, on peut continuer comme ça un peu, les gars, ne me ressemble pas à l'actuelle première dame Brigitte Macron. D'accord? Je sais que les visages changent, mais pour moi, cela ne ressemble pas à l'actuelle première dame Brigitte Macron. D'accord? Regardez simplement cette comparaison côte à côte, peu de temps après, une carrière commence. Peut-être que je pourrais dire que ces personnes sont de la même famille, mais en regardant bien, je dirais non. Qu'est-il arrivé à tes dents? Tu as commencé à fumer du crack?
Ce n'est pas, qui est cette personne sur cette photo? D'accord, mais on ne peut pas simplement faire des suppositions en regardant les gens et en décidant de ce qui est vrai ou faux. Et d'ailleurs, Sylvie Bamel a pu trouver un certificat de mariage qui atteste qu'à le ticket, une certaine Brigitte Trogneux a bien épousé un certain André-Louis Osier le 22 juin 1974. Donc cela se vérifie. Et non seulement cela, mais le témoin du mariage était son frère, Jean-Michel Trogneux. Et cela a été une avancée majeure parce que cela nous indique que Brigitte était extrêmement proche de son frère. Si vous faites de votre frère le témoin de votre mariage, on peut supposer que cela signifie que vous étiez vraiment très proches. Mais le public venait tout juste d'apprendre l'existence de Jean-Michel, alors ils se disent « Eh bien, ce n'est pas normal, c'est bizarre. Pourquoi l'as-tu fondamentalement effacé de ta vie? Est-ce que c'est la pire querelle familiale de tous les temps? Une fois que tu es devenue première dame? » Oui, ça semble un peu étrange. Donc, voici d'autres faits étranges que je vais partager avec vous. Dans notre lettre d'avocat, nous avons spécifiquement demandé à Brigitte Macron, bien avant la publication d'aujourd'hui, de nous confirmer par écrit qu'elle, l'actuelle première dame de France, est bien la femme qui apparaît sur cette photo. Et elle a refusé de répondre à notre question. D'accord, la voici. Nous avons cette lettre. Elle a spécifiquement refusé de répondre à la question de savoir si c'était elle ou non. Vous voyez, numéro 8, Brigitte Macron est-elle la même personne que celle qui apparaît sur la photo de mariage des Osier? Aucune réponse. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle refuse de répondre à cette question élémentaire. Elle a également refusé de donner une réponse simple à cette question lors d'un procès, une affaire de diffamation contre la journaliste Natasha Ray. Vous avez entendu parler de cela. Elle a gagné dans l'affaire de diffamation. Eh bien, maintenant, je vais vous expliquer en détail comment Natasha Ray a perdu un procès en diffamation, non pas à cause de son affirmation selon laquelle Brigitte Macron était un homme ou avait vécu en tant qu'homme avant de devenir, si vous voulez, Brigitte Macron, mais plutôt parce qu'elle s'est trompée sur certains détails, d'accord? En spéculant. Elle a regardé cette photo d'André-Louise Osier lors du mariage et dans sa tête, elle s'est dit « Je ne pense pas que ce type ait jamais existé ». Et en fait, l'homme sur cette photo ressemble beaucoup plus, selon moi, à un autre homme nommé Louis-André. Oui, littéralement, il suffit d'inverser le nom. Donc, vous avez André Lewis sur la photo. Elle pensait qu'il s'agissait en réalité de Louis-André sur cette photo, qui est en fait son cousin germain. Donc, elle a spéculé. Elle a simplement fait cette affirmation. Comme si ce n'était pas vrai, qu'il faisait juste semblant et que c'était peu importe qui, la personne que son cousin germain a épousée. Mais en fait, Natasha avait tort, d'accord? Donc, le palais de l'Élysée a appelé Louis-André, a eu une conversation avec lui et l'a encouragé à la poursuivre pour diffamation, ce qu'il a fait. Donc, encore une fois, je veux être très claire. Ce qui était au cœur de cette affaire de diffamation n'était pas de savoir si Brigitte Macron était née homme ou non. Je veux aussi préciser ici que cette affaire de diffamation n'aurait pas eu lieu sans l'intervention du palais de l'Élysée, qui avait promis de se joindre à la plainte, même s'ils ne l'ont jamais fait. Alors, comment savons-nous qu'ils ont fait cela? Parce qu'une autre journaliste de gauche, féministe, nommée Emmanuelle Anison, qui a également écrit un livre sur Brigitte Macron dans le but de démystifier toutes les rumeurs concernant le fait que Brigitte serait née homme ou non. Elle a été la seule journaliste à réellement réussir à approcher la famille Osier. Elle a même passé du temps avec ce cousin mal identifié, Louis-André, et il lui a raconté comment tout s'est passé et elle l'a consigné dans son livre. L'histoire raconte que le cousin John Lewis avait une femme nommée Catherine Adouai et, convaincue de sa théorie selon laquelle il était en réalité l'homme sur la photo, elle a contacté sa femme, Natasha Ray contacte sa femme, Catherine, sur WhatsApp et elle envoie un message à 3 heures du matin, au beau milieu de la nuit. Elle est vraiment sur l'affaire, elle sent qu'il y a quelque chose de bizarre et elle suit son instinct plutôt que les faits. Et elle écrit à cette femme « Je sais tout, absolument tout, sur toi, sur John Lewis, sur Jean-Michel. » Et j'imagine que pour elle, c'était une sorte de stratégie journalistique. Ne pas vraiment tout savoir, sentir qu'il y avait un problème, mais espérer qu'en faisant semblant de tout savoir, la personne finirait par se confier. Mais Catherine ne s'est pas confiée. Elle l'a immédiatement montré à son mari et lui a dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Son mari a donc contacté Laurence Osier. Je vous rappelle que c'est la prétendue fille aînée de Brigitte, qui est aussi sa cardiologue. Et Laurence dit « Tu dois appeler Brigitte. Tu dois appeler maman parce que elle envisage aussi de porter plainte. »
C'est du harcèlement. Alors il le fait. Le cousin appelle Brigitte, et voici ce qu'il raconte ensuite aux journalistes, dans ses propres mots. Citation. Brigitte me dit qu'elle est désolée et que tout est de sa faute, qu'il faut porter plainte et qu'elle est d'accord pour déposer une action conjointe. J'entends la voix d'Emmanuel Macron en arrière-plan qui lui demande de se dépêcher parce qu'ils doivent partir avant de raccrocher. Elle me promet d'envoyer une copie de son livret de famille, ce qu'elle n'a pas fait. Je lui ai également demandé de certifier son droit, ce qu'elle a fait. Je lui ai également demandé de certifier par écrit que c'était elle sur la photo de mariage de 1974 avec André, ce qu'elle n'a pas fait. Je ne lui ai plus parlé directement du sujet après cela. Alors, encore une fois, dit-il, elle dit, ouais, pas de dossier. Je vais déposer une plainte auprès de vous pour faire cela. Et il dit, eh bien, pourrais-tu me l'envoyer par écrit? Parce qu'évidemment, cela constituerait une preuve et mettrait ces personnes dans l'embarras. Il suffit de dire, vous certifiez que c'est bien vous sur la photo de mariage? Et Brigitte, au palais de l'Élysée, dit non ou devient distante. Ensuite, il tient sa part de l'accord. Il dépose une plainte contre Natacha Ray. Il envoie des documents aux avocats de Brigitte. Brigitte le rappelle alors et dit « Tu sais quoi? En fait, le palais recommande que nous engagions nos actions séparément. » Voici ce que Jean-Louis dit qu'il s'est passé ensuite. Citation. « Elle m'a dit que l'Élysée préférait lancer 2 actions séparées. Cela voulait clairement dire qu'elle me laissait tomber. Cela signifiait clairement, si tu veux continuer, tu es tout seul, trouve-toi un avocat. Nous avions déjà déposé une plainte. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. Nous avons donc continué seuls. Depuis, quand j'ai essayé de rappeler Brigitte, je n'arrive plus à la joindre, mais seulement sa secrétaire qui est devenue injoignable. Pour résumer, la première dame s'est jouée de lui, non? Elle les a tous motivés et a dit « On va déposer la plainte avec vous, blablabla. » Et lui « D'accord, pouvez-vous le certifier? » Non. Ils ont été manipulés puis trahis par le couple présidentiel. Et le journaliste raconte qu'on sent bien qu'il est un peu piqué, que les osiers se sont sentis un peu vexés par cela. Très étrange, encore une fois, c'est pourtant si facile à certifier. Mais ce que Brigitte voulait vraiment, bien sûr, c'était qu'il passe par la diffamation, qu'il gagne le procès en diffamation parce qu'en réalité, il n'était pas l'homme sur la photo de mariage. Et ensuite, qu'elle et son mari puissent faire la une des journaux. Nous avons gagné un procès en diffamation contre le journaliste fou qui disait que Brigitte était née homme. Ah, eh bien, Brigitte vient de gagner un procès en diffamation. On entend sans cesse qu'elle a gagné. Elle a gagné des procès en diffamation à ce sujet. C'est ainsi qu'ils procèdent encore une fois, en s'attaquant aux détails, mais pas au fond de ce que les gens cherchent à enquêter. Maintenant, il faut comprendre qu'à ce stade, en France, Internet était littéralement en ébullition avec des théories du complot. Je veux dire, tout d'abord, où diable est passé le premier mari? Où est André Louis? Eh bien, le destin a voulu que, peu de temps après que Sylvie Bamel ait publié son livre sur le sujet, le 8 octobre 2020, soudainement Typhon, la deuxième fille, annonce dans un magazine hebdomadaire qu'en fait, son père est déjà décédé. En fait, il y a 1 an, en 2019, les gens commencent à poser des questions. Et maintenant, elle dit, en fait, il est mort. Il est mort il y a 1 an. Voici la citation qui a été publiée dans Paris Match pour l'annoncer. Typhon a dit « Mon père est mort. Je l'ai enterré le 24 décembre 2019 dans la plus stricte intimité. » Comme c'est pratique. Vraiment pratique, non? C'est comme, je ne sais pas, le premier mari de la première dame sur lequel tout le monde commence à enquêter. Meurt soudainement juste au moment où les gens se rendent compte qu'il se passe quelque chose ici. Je dirais que c'est particulièrement commode pour la famille Macron. Aussi, d'ailleurs, c'est un peu étrange, mais Typhon annonce la mort de son père dans ce magazine Paris Match, dont on sait que Paris Match est contrôlé dans une certaine mesure par Mimi Marchand. C'est l'un des endroits où elle fait publier certaines photos et certains récits. Eh bien, ce qui est encore plus étrange, c'est que Typhon s'est trompé sur les détails concernant la mort de son père. Oui, ce n'est pas vraiment bizarre. Premièrement, il n'a pas du tout été enterré. Il n'a pas été incinéré et la date de son incinération n'était pas le 24 comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre. Comme c'est étrange. Peut-être que le journaliste a simplement fait une erreur, encore une coïncidence étrange dans cette saga sans fin. Alors, comment connaissons-nous les dates exactes? Eh bien, revenons à ce premier cousin. Souvenez-vous, ce premier cousin, pas très content de cette famille. D'accord, André Lewis estimait avoir été trahi par le couple présidentiel et en intentant ce procès. Et donc, il s'est confié au journaliste Emmanuel de son propre chef à propos de la cérémonie funéraire.
Donc apparemment, l'histoire raconte qu'il avait reçu un appel des sœurs d'André. Encore une fois, c'est son premier cousin qui l'informait du décès et qu'il allait y avoir des funérailles rapides. Il a remis au journaliste le livret qui avait effectivement été distribué lors de ces funérailles très rapides. Et je vais vous dire, c'est un choix vraiment étrange pour une photo nécrologique. La voici. C'est parti. André Osier lors d'une cérémonie qui a eu lieu et pour laquelle on a sûrement noté la mauvaise date par erreur, j'en suis sûre. 28 décembre 2019. Je veux dire, qui annoncerait cela d'ailleurs un an après? C'est juste fou. Et puis tout en bas, là, je pense que cela signifie notre ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père et notre papa. Voilà. Même pour une journaliste d'extrême gauche qui n'est pas encline aux théories du complot, même pour Emmanuelle Anison, cela lui a semblé être un choix très étrange de photo pour une annonce de décès. Alors, elle lui a demandé franchement, genre, c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec ce choix de photo? Et le cousin lui a dit, John Louise lui a répondu et a dit, je cite, « Je pense que c'était la seule photo qui est apparue quand ils sont allés en chercher une pour les funérailles parce que toutes les autres avaient été détruites. » Détruit? Emmanuel Muzès? Je ne suis pas Natacha Ray, mais je suis toujours un peu perplexe. Quoi? Alors, tout ce qui reste de la vie d'un homme en image, à part sa photo de mariage, c'est une photo de lui en maillot de bain. Pour illustrer son départ définitif, elle pose la question dans son livre. Ouais, d'une manière ou d'une autre, toutes les autres photos de sa vie avaient été détruites. D'accord. Alors, vous vous demandez probablement ce qui se passe ici. Que se passe-t-il? Eh bien, Xavier Poussard a effectivement pu retrouver la trace du véritable André Lewis grâce au relevé bancaire. Il s'avère que il n'a jamais travaillé au Crédit du Nord, cette banque, ce qui explique pourquoi tant d'autres journalistes tournaient en rond. Et donc, il transmet cette information à Emmanuelle en personne parce qu'elle est bien plus une journaliste grand public et qu'elle pourrait réussir à en découvrir davantage. Il lui donne aussi accès à un groupe Facebook. Il lui dit « Non, cet homme a bel et bien existé ». Et ce groupe est rempli d'anciens collègues de travail de John Louis issus de la banque où il a réellement travaillé. Et il l'aide à dissiper ses soupçons et ses doutes sur le fait que cet homme n'ait peut-être jamais existé. Et voici comment Emmanuelle, de son côté, conclut le chapitre de l'histoire de ses recherches sur lui. Et il s'agit, encore une fois, du mari, le premier mari de Brigitte, André-Louise Osier. Elle a écrit, je cite, « Ses sœurs ne voulaient pas me parler, ni ses enfants, alors j'ai appelé quelques anciens collègues via des groupes Facebook d'anciens banquiers. Ils parlent tous avec enthousiasme de Day Day. Gentil, cultivé, poli, qui parlait beaucoup de ses enfants qu'il adorait. Day Day, qui fumait trop, qu'il sentait seul, dévasté. L'un d'eux m'a envoyé une série de portraits professionnels du milieu des années 2000 où André pose sérieux en costume et cravate parmi ses collègues de l'agence bancaire d'Amiens. Le marié de 1974 est clairement reconnaissable, même s'il a commencé à perdre ses cheveux. Ses collègues sont restés en contact après la retraite, mais pas lui, qui a aussi coupé tous les liens avec eux. André Osier a disparu des radars. Pour ma part, j'ai essayé de contacter des membres de la famille Osier, mais personne n'a voulu répondre. Suzanne Spray, la première épouse de Jean-Louis Osier, m'a même raccroché au nez lorsque je lui ai dit que je m'intéressais à Brigitte Macron. Ah oui, non, merci. Non, merci, monsieur. Oh là là, non, au revoir. Cliquez. Ailleurs, John Louis, qui a assisté aux funérailles, lui dit que celles-ci ont eu lieu, je cite, seulement 4 jours après le décès. Aucune information n'avait fuité dans les journaux. L'Élysée voulait que cela se fasse rapidement. Et il semble qu'Emmanuel Macron ait personnellement contribué à ce que cela se produise. Les funérailles express organisées en catimini et à la hâte, tôt le matin à 8h30, avant l'heure d'ouverture pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo était posé sur les chaises. Une douzaine de personnes étaient présentes, assises en clans séparés. D'un côté, les sœurs d'André. De l'autre, les 3 enfants de Brigitte, Typhon, Laurence et Sébastien. Brigitte Macron n'a pas assisté à la cérémonie. La compagne d'André, je suppose que cela signifie une partenaire, peut-être quelqu'un avec qui il était en couple mais jamais marié, inconnu de tous, était également présente à quelque distance. Côté discret. Après 20 minutes, la cérémonie était terminée et tout le monde est immédiatement sorti. Ensuite, je suis allée prendre un café et un croissant avec les enfants Osier et les sœurs d'André.
Des membres du personnel de sécurité montèrent la garde à l'extérieur. Nous avons fini par les laisser entrer parce qu'il faisait tellement froid. L'atmosphère était lourde et tout le monde est parti rapidement après. D'accord, quelle cérémonie funéraire très rapide. Pourquoi le palais de l'Élysée est-il impliqué? Aussi, les gars, n'est-ce pas un peu étrange que Brigitte, par simple respect, n'ait pas assisté aux funérailles d'un homme avec qui elle a été mariée pendant 32 ans? Donc le palais de l'Élysée s'est impliqué pour garder l'affaire secrète, mais ils n'ont pas assisté aux funérailles. Est-ce que ça paraît logique? Le père de tes enfants? Aussi, et c'est incroyable selon le cousin germain John Lewis lors des funérailles, il a parlé au compagnon d'André qui lui a dit qu'il avait trouvé des billets pour l'Afrique dans la poche de la veste d'André, ainsi qu'une grosse somme d'argent. Il a dit, je cite, qu'il avait vidé ses comptes, organisé son départ en douce. Il rêvait tellement de repartir en Afrique. D'accord? Bon, les gars, qu'est-ce qu'on doit penser de ça? Très bien. C'est vraiment étrange que l'amant, le compagnon, le partenaire de quelqu'un, peu importe comment on l'appelle, dise ça. Que s'est-il vraiment passé avec André Lewis qui a été incinéré très rapidement, même si sa fille a dit qu'il a été enterré? Qui par accident dit qu'il a été enterré? Parfois, on confond les deux. Que s'est-il vraiment passé avec André Lewis? Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir soudainement un reclus, à ne plus fréquenter ses anciens amis banquiers des années 70? Comment toutes ces photos de lui ont-elles soudainement été détruites? Il ne lui reste qu'une seule photo de lui. Il a 2 photos. Voilà moi au mariage et voilà moi sur une plage en maillot de bain. Et ce sont les seules photos disponibles de ma vie. Cela ne ressemble-t-il pas à une destruction systématique? Je ne peux imaginer aucune circonstance où cela serait le cas, où toutes les photos disparaîtraient. On garderait toutes les photos de soi et de son enfance dans une seule maison. Est-il vraiment mort? S'est-il échappé avec l'aide du palais de l'Élysée? A-t-il essayé de s'échapper? Mais le palais de l'Élysée est intervenu. L'imagination peut vraiment s'emballer en ce moment, n'est-ce pas? Nous ne pouvons rien confirmer, évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est que, chose étrange, une autre journaliste nommée Sophie Descartes a rapporté dans un numéro de Paris Match de 2022 qui a été publié qu'André Lewis a fini ses jours dans une clinique psychiatrique avec un garde à sa porte supervisé par Alexandre Benalla. C'est une personnalité très controversée. Le tristement célèbre et controversé chef de la sécurité de l'Élysée, qui s'est retrouvé au cœur d'un énorme scandale connu sous le nom d'affaire Benalla. D'accord, pourquoi cette journaliste aurait-elle dit cela? Je peux vous dire que cette information a été immédiatement démentie le jour même sur Twitter par Tafon. Mais malgré le fait que la famille P soit extrêmement procédurière, attaquant toujours les gens pour diffamation, les Macron n'ont jamais poursuivi cette journaliste pour diffamation. C'est le moment idéal pour faire une pause, car cela fait beaucoup d'informations et de nombreux éléments à assembler. Je vais vous parler très rapidement d'American Financing parce que je sais qu'il y a beaucoup d'Américains qui traînent des soldes élevés sur leur carte de crédit, qui facturent 20% ou plus chaque mois. Il est temps de reprendre le contrôle de vos dettes. Si vous êtes propriétaire et que vous attendiez de trouver comment mettre de l'ordre dans vos finances, vous devez appeler mes amis d'American Financing dès aujourd'hui. Les conseillers en prêts hypothécaires d'American Financing, rémunérés sur salaire, aident des propriétaires comme vous à puiser dans la valeur nette de leur maison pour sortir des dettes à taux d'intérêt élevés. Ils font économiser en moyenne 800 $ par mois à leurs clients grâce à cela. Économiser ce genre de somme chaque mois devrait vraiment faciliter la décision. Il suffit d'un appel téléphonique de 10 minutes, gratuit et sans engagement, pour découvrir combien vous pourriez économiser. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez même reporter 2 paiements hypothécaires. Alors appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter americanfinancing.net/Owens. C'est americanfinancing.net Owens. OK, pour ceux d'entre vous qui pensaient que j'étais tombé dans un trou, ce n'est pas le cas. Nous étions tellement fous parce que nous travaillions sur le lancement de notre livre. Et je suis tellement heureux, surtout si je pouvais vous raconter le parcours de travail sur le 2e livre. J'ai commencé à écrire ce livre, je crois, en 2018. Juste après mon premier livre qui a été publié, en 2020, juste après mon premier livre qui a été publié. Et le titre de mon nouveau livre, sur lequel j'ai travaillé si longtemps, est Make Him a Sandwich. Et le voici, les amis. Je suis tellement excitée. Il est disponible à l'achat ou plutôt en précommande sur makehimasandwich.com. Ou vous pouvez aller sur CandiceOwens.com et cliquer sur le lien qui se trouve dans la bannière. Je voulais juste vous informer que si vous êtes abonné au Premium Club Candace et au Club de lecture, vous allez
vous allez recevoir une offre spéciale, un code de réduction de 20% pour l'achat. Et vous recevrez également un email avec un code de réduction de 25% sous 36 heures pour Nimi Skincare, qui est l'un de nos sponsors ici, et les produits que j'utilise si vous achetez un exemplaire du livre et utilisez le code de réduction de 20%. Toute précommande classique du livre bénéficiera également d'une réduction de 15%. Donc, si vous l'achetez pendant la prévente, ce sera moins cher que lors de la sortie officielle et vous recevrez également un code de réduction de 15% sur Nimi Skincare sous 36 heures. Donc, si vous voulez un exemplaire dédicacé de mon premier livre, je vais voir combien je peux en faire, peut-être battre un record. Vous pouvez l'acheter sur shopcandies.com. Ce serait un exemplaire dédicacé de notre premier livre. Donc, on retourne tout simplement dans l'univers du livre. Et au fait, le premier épisode du club de lecture, pour ceux d'entre vous qui le savent, nous lisons Chaos. Ce livre sera présenté à 18 heures, heure de l'Est, ce mardi à venir. Donc, tellement de choses se passent. Ce livre, Make Him a Sandwich, est un véritable travail d'amour. C'était comme honnêtement, c'était comme un enfant livre, pour ainsi dire. Et c'est parce que j'ai compris très tôt que le mouvement féministe moderne n'avait rien à voir avec le féminisme, rien à voir avec aider les femmes ou écouter les femmes, mais plutôt avec le développement d'une tactique vraiment bon marché pour s'en prendre aux hommes. Et donc, évidemment, dans ce livre, nous abordons le mouvement MeToo. J'avais déjà écrit il y a des années ce chapitre sur la version du féminisme de Taylor Swift, et je pense vraiment que c'est comme une intervention divine. En ce moment, il semble que les gens aient l'envie d'écouter et de réfléchir à ce qu'est le féminisme moderne, avec toute cette histoire autour de Justine Baldoni, Blake Lively, son drag et l'implication de Taylor Swift. C'est juste parfait parce que mon livre a appartenu à 2 éditeurs. Je l'ai arraché des mains du premier puis du second et maintenant il m'appartient entièrement. Donc oui, je suis reconnaissante pour le timing de Dieu à ce sujet. Et honnêtement, je pense que si le livre était sorti plus tôt, peut-être que les gens de gauche qui regardent ce podcast aujourd'hui n'auraient pas été aussi réceptifs. Mais il y a eu quelque chose dans cette affaire Justine Baldoni qui me fait penser que nous sommes prêts à discuter du féminisme toxique. Et donc la couverture, c'est moi. Si vous vous demandez pourquoi je tiens ça et que vous n'êtes pas familier, c'est la pancarte iconique de Gloria Steinem qu'elle tenait lors d'un We Shall Overcome pour les femmes. Donc je voulais être cette personne. Je pense que j'ai fait du très bon travail. On aurait dû faire un comparatif côte à côte. Je trouve que je ressemble plus à Gloria Steinem. Alors Brigitte Macron ressemble à la photo de mariage. Donc je pense que vous êtes d'accord avec ça, non? Oui, carrément, absolument. Donc oui, il est disponible en prévente. Vous pouvez aussi aller sur makeimasandwich.com. On a aussi pris ce nom de domaine, clubcandice.com. Et je suis juste incroyablement excitée de partager ce livre avec vous. On a tellement de choses qui se passent cette année et je suis tellement reconnaissante envers vous tous qui nous avez soutenus à travers tout ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai supprimé mon Instagram parce que je vais mettre une grande bannière à propos de mon livre. Mais ensuite, on était vraiment plongé dans l'univers Macron, voulant nous assurer de vérifier tous les faits que nous partagions dans l'émission aujourd'hui. D'ailleurs, concernant les informations que je vous donne, tout sera cité et sourcé dans le prochain livre de Xavier Poussard, que nous pourrons acheter, je pense, d'ici la semaine prochaine. C'est une personne méthodique, c'est ce que je peux vous dire. Sa méthode est incroyable. Il était obsédé par cette affaire. Il a consacré des années de sa vie et a sacrifié énormément de choses. Véritablement un journaliste d'une autre époque, d'un autre style, un journaliste prêt à tout pour la vérité et prêt à beaucoup sacrifier pour elle. Il a vraiment sacrifié énormément de choses. C'est donc un moment très enthousiasmant. Et oui, je vais regarder certaines de vos questions. Et j'espère que tout ce que je vous ai donné est clair. C'est pour cela que nous avons dû en faire une série, car on ne peut assimiler qu'une certaine quantité d'informations à la fois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que c'est fou. Tu te dis, oh, la mère est aussi impliquée dans des affaires de transidentité et tout ça. Et pour moi, c'est le gaslighting du public. Vous savez, la façon dont ils nous manipulent pour faire semblant qu'il n'y a rien, oh, il est totalement irréprochable. Emmanuel Macron et Bush sont irréprochables. Mais vous êtes fous? Vous êtes fous? Quelle est l'entité médiatique? En fait, ils vous poussent littéralement à détester les personnes qui essaient de faire la lumière et à adorer celles qui plongent notre monde dans une telle obscurité, vous voyez? Bref, pour en venir à vos commentaires, Autumn Coffee écrit « Coïncidence que chaque dirigeant mondial soit sans âme et sans colonne vertébrale. Nous avons découvert Epstein par accident. Imaginez ce que nous ignorons. Pensez-vous que quelqu'un sauvera le monde? Envisageriez-vous de vous présenter à une élection? Les gars, je déteste vous le dire, mais il y a un lien avec Epstein dans cette histoire. Nous n'y sommes pas encore parvenus. Epstein était monsieur international.
Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des considérations mondiales sur ce qui se passe. En France, en ce moment, tout est lié. Et oui, alors tu avances, Autumn Coffee. Carrie écrit « Je suis accro à cette histoire. Je viens de commander votre livre également. Merci beaucoup. S'il vous plaît, engagez le compositeur de cette docu-série qui a été renvoyé parce qu'il a été méchant avec Taylor Swift. Je pense que de la musique dramatique pour accompagner vos moments WTF serait épique. Je vous promets que ce compositeur est tellement célèbre et tellement talentueux. J'ai parcouru son Instagram, il n'y a aucune chance que je puisse me le permettre. C'est juste impossible, à moins que ce livre ne se vende à 3000 milliards d'exemplaires. Bon, alors à vous de jouer, les gars. Achetez Make Him a Sandwich. Allez sur makehimasandwich.com, achetez-le, et peut-être que je pourrais me permettre Brian Tyler, ce qui serait vraiment génial. Aussi, je pense que ce serait cool si Justine Baldoni sortait sa version du film qu'on n'a jamais pu voir et l'appelait genre la version de Justine. C'est comme un petit clin d'œil mesquin à Taylor Swift, la version de Taylor comme quand elle possède ses masters. Lui, il possède juste ses masters, mais il ne ferait jamais ça parce qu'il est trop gentil. Donne-le-moi, Justine, je le sortirai. Je ne suis pas si gentille. Pas quand je suis aussi enceinte. Sticky Bjork écrit « J'ai commencé à te suivre il y a 6 ans et je te suivrai où que tu ailles. Je t'aime, Candace, avec amour des îles Féroé. » Incroyable. Merci beaucoup. C'est incroyable de voir combien de personnes du monde entier nous avons réussi à intégrer à cette discussion. Je pense que c'est une très bonne chose. Comme je l'ai dit, un vrai moment de vie. Merci de Silva qui vient d'écrire « Tu es un patron. » Merci beaucoup. Et puis il écrit « Merci. » Très obligé. Merci. 3 langues différentes. J'adore ça. Écrit sans rapport, vous êtes pertinent. Ne vous qualifiez pas d'insignifiant. Les guerriers de Dieu pour Candace remettent nos familles à nouveau en sécurité. Arcadia Dark Matter écrit, de la part d'un nationaliste français, une sorte de rendre sa grandeur à la France. Garde la foi, Candace. Merci. Merci à vous tous. Et moi, vous savez, je crois au nationalisme. Je le crois vraiment. Je pense qu'en ce moment, nous souffrons de la malédiction du globalisme. Vous savez, il y a beaucoup d'ombres dans l'obscurité qui ne se soucient pas vraiment de nous en tant qu'individus et qui ne se soucient pas vraiment de ce qui nous arrive en tant qu'État-nation, mais qui essaient plutôt de nous rendre tous identiques et de nous faire croire que nous sommes fous. Je veux, pour parler de psychiatrie, il y a eu une malédiction psychiatrique sur le monde qui consiste à dire aux gens qu'ils sont des complotistes dès qu'ils commencent à remarquer certains schémas distincts et à se poser des questions raisonnables à ce sujet. Envoyer des lettres juridiques. Toute cette ère d'abus juridiques, c'est tellement dépassé. Je vous le dis, c'est vraiment dépassé parce que c'est tout ce qu'ils savent faire, n'est-ce pas? Quand ils mentent, ils se font prendre en train de faire quelque chose de mal. C'est comme, je vais juste lancer un procès. Et ça arrive, c'est ce qui se passe. Je crois vraiment que cette époque est bel et bien révolue. C'est une façon de penser rétrograde. Faites ce qui est juste, dites la vérité, et soyez audacieux. Et je pense qu'à la fin, vous serez récompensés. Ceci vient de Little Light écrit Candace Owens. J'espère que cela ne vous dérange pas que je partage quelque chose de vital avec la foule de personnes ici dans votre section de commentaires. Si vous voulez vraiment comprendre ce qu'est la marque de la bête. Est-ce que représente une bête dans la Bible? Alors je recommande vivement From America to Babylon, Making the Mark. Apparemment, c'est un documentaire. Je ne le connais pas, mais je sais que j'ai tendance à éviter les personnes qui sont très portées sur le thème de Babylone. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Et évidemment, l'un des livres sur notre liste de lecture est Hollywood Babylon ou Babylon Hollywood, qui a été écrit par Kenneth Anger. Et cela vous raconte vraiment les origines d'Hollywood, à quel point c'est sombre et comment il voulait en fait créer une Babylone moderne. Donc nous allons en parler. Et enfin, pour dire la vérité, les droits. Beaucoup pensaient qu'ils t'avaient appris quelque chose pendant ta période d'épreuve. Ils manquent de créativité et vont maintenant devenir envieux en réalisant que c'est toi qui la possèdes réellement. Nous les plaignons et nous nous réjouissons de tout cela pour toi. Continue de nous documenter. Merci beaucoup. Oui, vous savez, l'année dernière a vraiment été pleine d'épreuves, beaucoup de difficultés, mais je n'ai jamais, même une seule seconde, douté que je faisais ce qu'il fallait parce qu'il faut simplement continuer à dire la vérité. Et comme je l'ai dit, les anciens systèmes s'effondrent, les calomnies, les diffamations. Essayer de transformer quelqu'un en monstre alors qu'il ne l'est pas, c'est simplement l'aube d'une nouvelle ère. Et on a l'impression que nous nous rassemblons tous. C'est vraiment une question de la bonté qui lutte contre le mal. Et moi, à chaque fois, je miserai toujours sur la bonté parce que, le Christ est roi, les amis. Rendez-vous sur makehimasandwich.com ou clubcandace.com. Précommandez le livre. Je suis tellement excitée. Partagez-le, s'il vous plaît, sur votre Instagram, votre Facebook, vos TikTok et parlez-en à tout le monde. C'est génial. Livre sur le féminisme moderne. Au fait, les gars, vous savez, pour les gars ici,
je pense qu'avec la Saint-Valentin qui approche, vous devez lui offrir ce cadeau. Tu dois lui offrir ce cadeau. Faites-lui un sandwich.com. Et si elle y répond bien, vous savez qu'elle est à garder. Tu dois épouser celle-là. Elle dit « J'adore Candace Owens. Excellent gardien. » Si elle dit « Qu'est-ce que c'est? » Je suis une féministe moderne. Je ne sais pas. Je ne dis pas de la larguer. Je ne dis pas qu'elle n'est pas la bonne. Je dis juste que si elle aime le livre, elle pourrait être à garder. C'est tout. Très bien, les gars. On se revoit lundi.